réunion à Lomé, investir dans les espaces frontaliers pour prévenir le risque sécuritaire grandissant dans les pays membres du Conseil de l'Entente. C'est la problématique qui était au cœur des échanges. Voilà donc pour les titres du 20h de ce jour. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le port autonome de Lomé continue de confirmer sa position en tant que place de premier plan dans la sous-région et au niveau continental. Il se positionne dans le top 5 des plateformes de transbordement en Afrique en 2019 et le deuxième dans la région subsaharienne avec 1,5 million de conteneurs traités pour cette période. Le port autonome de Lomé, deuxième port de transbordement en Afrique subsaharienne, un dossier signé Dodo Waré. Port autonome de Lomé, numéro 1 du golfe de Guinée, avec un tonnage de marchandises de plus d'1 million de tonnes depuis 2017. La plateforme portuaire se positionne dans les 5 meilleurs ports de transbordement en Afrique en 2019. Deuxième dans la région subsaharienne avec 1,5 million de conteneurs traités pour cette période. Un exploit relevé dans le dernier classement de Lloyd's List, éminente revue anglaise spécialisée dans les questions maritimes. Dans le classement, le port de Lomé vient derrière ceux de la Tanga Med au Maroc, 39e mondial avec 4,8 millions de conteneurs traités. Le pays vient également derrière le port Saïd en Égypte avec 3,86 millions de conteneurs, Durban d'Afrique du Sud avec 2,16 millions de conteneurs et Alexandrie d'Égypte avec 1,81 million de conteneurs. Les ports comme Mombasa de Kenya et Lagos du Nigeria sont derrière le Togo dans le dit classement. Principal canal d'échange du pays avec l'extérieur, le port autonome de Lomé sert aussi de relais stratégique non seulement pour les pays enclavés de la sous-région ouest-africaine, mais également pour de nombreux pays africains dans le golfe du Guinée. Les défis relevés en matière de transbordement placent automatiquement le port autonome de Lomé, premier port de transbordement d'Afrique de l'Ouest. Grâce à la mutation progressive de ces infrastructures et aux réformes notamment dans la digitalisation, le port de Lomé devient progressivement un pôle de logistique d'excellence avec une efficacité garantie. Et avec la compétitivité des prix, la transparence, la sécurité et la qualité des services portuaires, la plateforme est davantage sollicitée. La Mediterranean Shipping Company, par exemple, choisit le port de Lomé comme un de ses points stratégiques majeurs pour le déploiement de son nouveau service de fret flexible dans le monde. Le terminal de Lomé est donc le seul point de stockage stratégique choisi sur le continent africain. L'institution s'appuie sur les ressources du port de Lomé pour éviter les coûts de stockage élevés et permettre aux importateurs en provenance de l'Asie de stocker leurs conteneurs dans les centres de transbordement de Lomé. Depuis 2010, le port de Lomé a enregistré la plus forte connectivité de transfert maritime en Afrique subsaharienne. Leader en matière de transport et logistique, l'infrastructure envisage de porter le trafic containerisé à 4 millions, conformément à la vision du PND, celle de faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région à l'horizon 2022. Le pays tend vers cet objectif vu ses performances qui placent le port de Lomé comme l'un des meilleurs aux côtés d'autres plateformes portuaires en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. La publication du rapport Doing Business 2021 sur le climat des affaires suspendu par la Banque mondiale pour des faits d'irrégularité. Pour l'intégrité des données, l'institution bancaire mondiale va procéder à un examen systématique des changements sur les 5 derniers rapports. Il faut noter que le Togo n'est pas
pas concernés par ces irrégularités. Le pays a d'ailleurs, grâce aux réformes réalisées, fait un bond très remarquable, une performance qui le propulse au rang de premier et troisième top réformé respectivement en Afrique et au monde. Les évaluations, oui, mais l'essentiel reste la contribution des réformes réalisées au mieux-être des acteurs du secteur privé et de la population togolaise. Augustin Kossi. Pour la première fois en 17 ans, le rapport annuel Doing Business 2021 de la Banque mondiale n'aura pas lieu. L'institution a révélé des irrégularités qui auraient été commises dans le traitement des données au bénéfice de certains pays. Et pour cela, l'édition 2021 est suspendue pour ces modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018-2020. 4 pays sont cités: la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Azerbaïdjan. Il s'agit surtout de l'organisation d'un audit sur la méthodologie, un processus naturel qui devrait permettre une meilleure évaluation des changements introduits ces dernières années. C'est donc une suspension et non un arrêt définitif du processus. À la question de savoir si le Togo aussi est concerné par cette liste, la cellule chargée du climat des affaires précise: le Togo n'est en rien concerné par ces irrégularités. Au contraire, le pays fait cas d'école dans la sous-région. Selon la ministre Sandra Johnson, chargée de l'amélioration du climat des affaires, cette suspension ne va pas influencer le processus de mise en œuvre des réformes au Togo. Des réformes qui constituent un des facteurs de la réussite du PND, Plan national de développement. Un atout pour rendre plus attractif l'environnement des affaires au profit des opérateurs économiques. Le plus important reste la contribution de ces performances au développement du secteur privé. Le pays maintient le cap en dépit des évaluations. Les réformes réalisées doivent participer au mieux-être des opérateurs économiques et de la population, puisque ces évaluations sont devenues à la fois un outil de référence pour les investissements et un objet de critique permettant au pays d'améliorer leur climat des affaires. Donc, pour le Togo, ce n'est plus le doing business, mais plutôt l'amélioration des conditions de vie et du mieux-être des populations. La cellule climat des affaires appelle à fédérer les énergies pour faire du Togo un pays où il est facile de faire des affaires. Et en ce qui concerne le programme présidentiel School Assure, c'est un dispositif de protection sociale pour les élèves des établissements publics lancé en 2017. Ce projet a été prorogé de 12 mois par le chef de l'État. L'initiative a permis la prise en charge de plus d'1 million d'écoliers et d'élèves. Antoinette Omao-Vovor. En 3 ans de mise en œuvre, le programme School Assure a touché plus d'1 million d'écoliers et élèves sur toute l'étendue du territoire national. Signoté et Ntagim ont bénéficié de ce programme qui a considérablement impacté leur vie et celle de leurs parents. Je suis très fière car d'habitude, quand je suis tombée, je tombe malade, je ne viens pas à l'hôpital parce que j'attends que mes parents puissent me donner de l'argent avant de venir. Mais grâce à School Assure maintenant, je suis très fière. Même si j'ai quelque chose que je ne sens pas bien, je pouvais venir à l'hôpital. Moi, je bénéficie de School Assure. En plus, mes amis, nous les élèves. Élève au lycée de Tanjouaré en classe de 1er à 4. J'ai obtenu la carte School Assure en classe de la 3e au CG Bogou. Quand je suis malade et quand je venais à l'hôpital, on me traite soigneusement et gratuitement. Et un jour que ma fille était revenue de l'école, elle m'a dit qu'on a fait une carte à ce qu'elle bénéficie. Si elle va à l'école, à l'hôpital, on va la soigner gratuitement. Mais moi, je n'avais pas cru. Mais à fin de fin, maintenant, j'ai vu que c'est vrai. C'est un programme de protection sociale qui permet aux élèves régulièrement inscrits en cas de maladie d'être pris en charge gratuitement par les centres de santé publics, depuis la consultation jusqu'à l'achat des médicaments, en passant par les analyses ainsi que les interventions chirurgicales. De manière pratique, l'élève s'inscrit dans un établissement public et en retour obtient son numéro d'identification School Assure. En cas de maladie, il présente sa carte
ou son numéro au centre de santé et bénéficie gratuitement des soins et médicaments jusqu'à hauteur de 30 000 francs annuels. Cette dotation se renouvelle chaque année. Il faut préciser que pour des cas exceptionnels, lorsque le corps médical fait la demande, le programme procède à un dépassement de la prise en charge. Les centres de santé accèdent à la plateforme de gestion automatisée et digitale via les équipements mobiles mis à leur disposition pour vérifier l'éligibilité de l'élève, son solde disponible et offrir la prestation gratuitement. Schoolassure couvre également la responsabilité scolaire des écoles. Depuis son démarrage en septembre 2017 jusqu'au 30 août 2020, 1 852 025 élèves ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire. On note 693 960 consultations, 196 660 analyses, 9 144 hospitalisations, 41 514 chirurgies et 826 647 sollicitations de pharmacie. Un total de 1 767 925 prises en charge depuis le démarrage du programme, ce qui dénote de la volonté du gouvernement à offrir un mieux-être aux élèves et les maintenir sur les bancs d'école. Les performances et les outils mis en place pour ce programme de protection sociale ont montré leur efficacité. L'impact sur la cible et leur famille est en cohésion avec la vision du gouvernement et du chef de l'État qui est de permettre à tous nos concitoyens d'avoir accès à la protection sociale. Le programme de protection sociale en milieu scolaire se poursuit d'une année supplémentaire. C'est la bonne nouvelle et c'est le lieu de remercier le président de la République pour avoir initié le programme Schoolassure en faveur de nos jeunes apprenants et d'avoir décidé également de sa poursuite pour les 12 prochains mois. En lançant le programme Schoolassure, le chef de l'État veut assurer une éducation de qualité aux apprenants à travers un accompagnement en matière de protection sociale. Schoolassure s'illustre bien dans la vision du PND à travers l'amélioration de la qualité de vie des populations et la réduction de la pauvreté. Son ambition est de réaliser un saut qualitatif vers une couverture à 40% de la population togolaise. Le Togo a accueilli ce vendredi la 5e réunion des ministres en charge de la sécurité des frontières du Conseil de l'Entente. Experts sous-régionaux ont planché durant 3 jours sur le thème « Investir dans les espaces frontaliers pour prévenir le risque sécuritaire grandissant dans les pays membres du Conseil de l'Entente ». Cette rencontre a permis de statuer sur le projet de gestion intégrée des espaces frontaliers basé sur l'expérience du Bénin et faire des recommandations à la conférence des chefs d'État de l'entente pour validation. Edem Sousoupo. Après avoir pris connaissance des résultats de la recherche sur les ressources humaines, moyens opérationnels et financiers des groupes extrémistes violents au Sahel et implications pour les pays côtiers, les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente se disent très préoccupés. Préoccupés par le soutien actif ou passif grandissant des communautés dans les zones d'influence des groupes extrémistes. En ce qui concerne le diagnostic sur les frontières de l'espace Entente, les ministres ont salué la nouvelle dynamique de gestion des frontières et encouragé les États à poursuivre les actions de valorisation des espaces frontaliers. Nous avons eu à suivre 2 exposés. Le premier exposé a essayé de nous retracer comment les groupes extrémistes s'installent, comment ils exploitent peut-être l'absence de l'État, comment ils se procurent des finances pour mener leurs actions. Le deuxième exposé est basé sur un programme de gestion intégrée des frontières. Dans cet exposé,
Le programme propose aux pays membres du Conseil de l'Entente de créer des structures homogènes de gestion des frontières, des structures qui permettent le développement des zones frontalières. C'est une fois ces zones ne manquent pas d'infrastructures de base, il serait difficile pour les groupes extrémistes de s'installer. Au-delà des frontières, cette lutte doit inclure les populations qui sont appelées à une franche collaboration. Les groupes extrémistes profitent parfois de l'absence des pouvoirs publics. Vous savez, notre pays a pris une certaine avance en créant un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, avec des comités dans les différents cantons, dans les villages, dans nos communes. Des comités qui sont à l'écoute de ce qui peut amener nos populations à opter pour la radicalisation, à opter comme moyen de règlement de différends, la violence. Donc la population est sensibilisée sur l'intérêt de vivre ensemble, l'intérêt de faire régner la cohésion entre elles. Donc une fois une population vit dans une harmonie parfaite, je crois qu'il serait très difficile que des groupes extrémistes exploitent des faiblesses pour s'installer. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace de l'entente s'engagent donc de nouveau à maintenir la flamme de la promotion de la paix. Ils se réjouissent de la volonté des États membres du Conseil de l'entente de mutualiser les moyens de lutte contre les menaces à la paix et à la sécurité. Le Togo enregistre depuis un moment une hausse des cas de coronavirus et des décès, une hausse qui inquiète le gouvernement qui a donc décidé de mettre à contribution les chefs traditionnels pour limiter la propagation du virus. Une rencontre s'est tenue à ce propos ce samedi. L'accent a été mis sur la suppression cette année de la célébration des fêtes traditionnelles dans le pays. Edwige Atakpa-Bassabi, Sonia Amenipo. L'arrêté interministériel 166 portant interdiction des célébrations de fêtes traditionnelles. Article 1er. Sont interdites, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé, les célébrations publiques des fêtes traditionnelles sur toute l'étendue du territoire national. C'est officiel, il n'y aura pas de célébration de fêtes traditionnelles au Togo cette année. Le nouveau coronavirus Covid-19 l'a ainsi imposé. L'information est ici portée à la connaissance de la chefferie traditionnelle qui salue la décision et prend acte vu la menace du virus. L'apothéose de la fête traditionnelle à Bogoza, c'est aujourd'hui. Voilà que je suis ici, la fête n'aura plus lieu. Je recommande que partout où il y a les fêtes traditionnelles, que cette année, ça soit observé seulement aux mesures rituelles des cérémonies. Et c'est tout. Nous allons observer la suspension des fêtes traditionnelles cette année pour que cette maladie, que ça ne s'élargisse plus au bon nombre de la population que nous sommes appelés à conduire. Lorsque nous regardons à la télévision, cette pandémie fait beaucoup de rage. Et notre souhait est de sensibiliser, d'obliger même nos populations à observer les mesures barrières. Les fêtes traditionnelles sont des occasions de retrouvailles entre les filles et fils du terroir. Face à la menace de la pandémie, les ministres en charge des collectivités locales et de la culture appellent à la responsabilité et au sens civique et citoyen des têtes couronnées pour freiner la propagation du virus. Vous êtes là pour que nous puissions parler de la lutte justement contre le Covid-19, surtout en période de fêtes traditionnelles. Alors, quel est le rôle du chef traditionnel pendant les fêtes traditionnelles et en période de pandémie de Covid-19? Le chef traditionnel est un repère pour la population de son canton, de son village, de son quartier. Même dans les conditions normales, c'est ça un des rôles importants
des chefs traditionnels. Le chef traditionnel doit respecter d'abord lui-même les mesures barrières, mais il doit surtout inciter la population à respecter ces mesures. Il doit le faire par tous les moyens, parce qu'il y va de la santé de tous. Le chef de canton ou le chef traditionnel, pour aider à lutter contre la pandémie, doit renseigner les services de santé chargés de la lutte contre la pandémie des cas suspects dans sa localité. Le chef traditionnel doit contribuer à cela, au respect par sa population de ces mesures qui sont prises. Le chef traditionnel doit écouter les responsables de la santé. Il doit les consulter pour être au courant de la mise à jour des mesures. L'obligation pour vous, chefs traditionnels, que nous respectons et dont nous voudrons voir l'honneur toujours préservé, que vous dénonciez tous les comportements ou états dangereux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'insister trop. Moi, je vous donne juste l'aspect juridique de la chose. Il y a une interdiction. Et lorsque vous violez l'interdiction, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Pour que nous puissions célébrer les fêtes traditionnelles, il nous faut vivre d'abord. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le chef traditionnel agisse toujours de manière à embellir son image dans son propre miroir et dans le rétroviseur de ceux qui l'entourent. Autre objectif assigné à cette rencontre, informer la chefferie traditionnelle sur l'état des lieux de la pandémie au Togo, présenter les mesures prises dans le cadre de la célébration des rites et recueillir leurs avis et contributions pour mener à bien la lutte. Et pour ce qui est de notre pays, le Togo, depuis le 6 mars dont on a trouvé le premier cas, nous sommes depuis hier à 1457 cas enregistrés, confirmés enregistrés. Bien sûr, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ces 1457 cas, il y a 1079 personnes guéries parce qu'ils ont été prises en charge correctement. Nous déplorons 31 décès depuis hier. Et de façon détaillée, quand on prend la région des Savanes, nous avons au jour d'aujourd'hui 76 cas totalisés. Dans la région de la Kara, 157 cas totalisés. Dans la région centrale, là où actuellement il y a des foyers, nous avons 250 cas cumulés. Dans la région des plateaux, 115 cas cumulés. Et les préfectures Golfe, Agoué et en somme la région maritime, 864 cas. Tous ces chiffres nous interpellent. Tous ces cas ont été pris en charge grâce à la riposte et grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, président du comité de crise, dans les manifestations publiques et tout rassemblement. Tous ces gestes doivent être respectés, mais aussi respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport aux rassemblements et manifestations publiques. Et ici, il est important de souligner l'implication des chefs traditionnels pour réguler les célébrations coutumières et les fêtes traditionnelles. Et dans ces cérémonies traditionnelles, il faut faire respecter les mesures barrières. Nous avons vu qu'il y a eu des fêtes traditionnelles ou des cérémonies traditionnelles au cours desquelles il n'y a pas eu respect des mesures barrières et nous avons vu naître des foyers de contamination.
Ceci a expliqué l'augmentation ces derniers temps des cas dans notre pays. Toute augmentation du nombre de cas entraîne systématiquement augmentation du nombre de décès parce que ça va contaminer les personnes que nous appelons les personnes les plus vulnérables. Pour ce qui est de ces fêtes traditionnelles ou ces cérémonies, des décisions aussi ont été prises. Pour chaque région, pour chaque zone, il y aura bouclage de la préfecture ou de la zone une semaine avant, une semaine après. Et pendant la période, il y aura le couvre-feu dans la zone. Tout ceci aussi s'explique. Le bouclage, comme c'est les cérémonies qui sont autorisées, ça permettra d'éviter que d'autres personnes amènent des cas dans votre préfecture, dans votre zone. Le couvre-feu permettra à la fois, comme on a dit, ce n'est pas une fête, mais c'est des cérémonies, d'éviter trop la fête qui permet l'augmentation des cas, donc de diminuer les cas, de rompre la chaîne de contamination. Les deux couplets vont nous permettre de faire nos cérémonies, mais que ça ne soit un danger pour nous. Cette semaine, l'on dénombre dans le monde plus de 23 millions de cas et plus de 900 000 décès de la pandémie. Sur le continent africain, on parle d'1 million de cas, dont 150 000 en Afrique de l'Ouest. La menace est mondiale et n'épargne aucun pays, d'où la contribution de chacun des acteurs de la vie nationale pour une réponse commune et efficace. Et malgré les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus, il y en a encore qui ne veulent pas toujours les respecter. Un tour dans certaines gares routières et le constat est à la limite décevant. Vous allez le voir dans les images. Un reportage de Augustin Kossi. Des lave-mains rangés au placard, chauffeurs, passagers et passants sans masque. Visiblement, le relâchement dans le respect des gestes barrières est perceptible ici, à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Approchés, les responsables syndicaux y vont de leurs commentaires. Quand les passagers arrivent, ce que nous pouvons faire, c'est pourquoi nous avons laissé le lave-à-main. Ils se dirigent là, ils lavent leurs mains. S'ils ont des tickets à prendre, ils viennent à notre niveau. S'ils n'ont pas de tickets, ils viennent directement dans leur véhicule. On leur charge les choses. Ce qui se prend, c'est qu'ils sont à 2 par siège. Les agents sur la route, s'il y a plus d'une personne, tu ne passes pas. Ça là, c'est réglementé. Paradoxe. La plupart des gens que nous avons rencontrés ici sont sans masque. Nous n'avons pas cette force. Quelqu'un qui passe, on peut aller lui dire où est ton cachiné. Ça, c'est pas mon boulot. Mais c'est dans le véhicule, ou bien c'est un passager, là d'accord. Tu vois, il y a quelqu'un là-bas qui a l'air. Mais les passagers ne sont pas encore arrivés. Ils sont en train de finir les trucs avant de venir rentrer. Si on peut attendre un peu, ils vont arriver. Nous avons attendu un peu plus de 10 minutes. Enfin, les voici arrivés, 2 passagers. Surprise. Et à la question, pourquoi n'ont-elles pas porté de masque? Ouais, ils vont mettre les cachinets. Hey, là. Tout le monde va mettre les cachinets. Ça, c'est une oblige. Sinon, c'est ce qu'on l'oblige de faire. De mettre les cachinets avant de monter dans la voiture. C'est pour cela que je me suis présenté, je suis là, ici. Je suis obligé, j'ai les cachinets, je suis obligé de lui donner un cachinet. Plus qu'une contrainte supplémentaire, c'est un appel à se protéger et protéger l'autre. Société DC10 Transport, des bus en stationnement, plus de passagers. Et quand nos clients viennent, nos passagers viennent, on a une réception, on les reçoit, tout le monde porte ses cachinets. Et en ces temps-ci, c'est limité à 30, donc du coup tout le monde porte ses cachinets. Bon, maintenant, compte tenu du bouclage de la ville de Sokodé,
Et ça fait que maintenant nous sommes en arrêt. À la station de Kodomé, les passagers auraient déserté les lieux pour cause des gares routières sauvages. Ici, même si certains se conforment aux mesures prescrites, d'autres non. Les injonctions n'ont pas été entendues par tout le monde apparemment, alors que le port des masques est rendu obligatoire au Togo depuis juillet dernier. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 5 septembre 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1477, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1094, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 351 et le nombre de décès est de 32, un nouveau décès depuis hier. Et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et ce communiqué de presse pour poursuivre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise du 8 au 19 septembre 2020 sa campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux. Ce traitement de masse va se dérouler dans toutes les régions sanitaires du Togo, à l'exception de la région Lomé commune. Il s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Les populations cibles de ce traitement sont les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole destiné à traiter les vers intestinaux, les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans et les femmes de 15 à 49 ans dans les localités à risque pour l'administration du praziquantel destiné au traitement de la bilharziose avec présence de sang dans les urines. Toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration de l'ivermectine destinée à traiter l'onchocercose ou cécité des rivières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il l'invite à cet effet à une participation massive à ce traitement tout en réservant un accueil chaleureux aux agents de santé communautaire dans le strict respect des mesures barrières contre Covid-19. C'est également signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. L'opération Togo propre exécutée au ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé, de la promotion de la consommation locale. Le personnel a nettoyé les coins-recoins du dit ministère, très important surtout en ces moments où le coronavirus sévit. Serge Tastom avec à la voix Ferdinand Diassoa. La propreté s'invite dans les locaux du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Le ministre Kodjo Adedje et le personnel des différents services de son département observent l'opération de salubrité publique Togo propre. Ceci avec plus d'attention et de prudence face au Covid-19. Nous sommes à cette journée de Togo propre pour rendre les lieux du ministère propres. Chaque service, par le passé, le faisait à son niveau. Mais pour cette fois-ci, nous avons voulu se mettre ensemble pour le faire. C'est vrai que nous sommes dans une situation de pandémie au coronavirus, mais l'activité de salubrité publique n'a pas cessé. On le fait dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc c'est l'occasion d'inviter tous les autres acteurs à maintenir cette action de salubrité qui rentre dans le souci d'entretien de propriété des lieux pour notre propre santé. Travailler et vivre dans un environnement sain, tel est le vœu du ministère du Commerce, et c'est dans cet environnement que l'institution entend accueillir en octobre prochain la première édition du mois du consommé local
un événement voulu par les ministres du Commerce de l'espace UEMOA. Le projet navette est officiellement lancé à Lomé. Il s'agit de 20 véhicules, des télétaxis qui sont mis à la disposition des jeunes et ce n'est que la première phase de ce projet. En savoir un peu plus avec Yasmine Kodia. Togo Navette, un nouveau projet officiellement lancé à Lomé. 20 véhicules sont ici mis en service de télétaxi. Les partenaires s'y intéressent déjà pour assurer aux jeunes un emploi et les assister dans l'encadrement permanent et la pérennité du projet. Nous avons accueilli à bras ouverts ce programme entrepreneurial innovant qui permet, au-delà de donner du travail, pousser les bénéficiaires à pouvoir devenir leur propre employeur. Aujourd'hui, l'ANPE accompagne le groupe PANOU à travers son projet Togo Navette pour d'abord le recrutement de ces jeunes pilotes et également sur le programme aide. Togo Navette rentre dans la droite ligne des objectifs du programme aide qui est de donner une première expérience professionnelle à ces jeunes afin de les laisser se lancer sur le marché de l'emploi. Nous sommes en partenariat avec PANOU Group afin de porter haut ce projet à travers notre financement. Et à la fin de 2 ans, ces pilotes seront amenés à mettre des projets sur place. Ce projet est innovateur. Nous ne regardons pas que le côté financier, c'est essentiellement un projet pour permettre à d'autres projets de naître. Nous voudrions féliciter le PDG de ce groupe, le groupe PANOU, pour avoir eu cette belle idée pour créer cette structure qui va dans le cadre de la réduction de la pauvreté au niveau de la jeunesse. Je remercie les promoteurs pour ce projet et je pense que nous ferons chemin par rapport à ce projet. Le promoteur, c'est le groupe PANOU, groupe Salut. Il lance la première phase pilote avec une flotte de 20 véhicules neufs de marque Renault Duster, tout équipé d'un système tracking, géolocalisation, Wi-Fi, Uber, Taxi, compteur. Nous sommes en partenariat avec le groupe Star, Renault Togo et Renault Belgique. Vous allez sur notre application, vous réserverez déjà votre arrivée et nous avons les horaires d'atterrissage. Nous aurons des services, des hôtesses à l'aéroport, dans les hôtels, un peu partout, pour que nos clients soient pris en charge dans les règles de l'art. Et ces véhicules seront sécurisés par des badges. Si le pilote démarre la voiture, il va s'identifier par un badge. S'il s'identifie, ça nous donne une signalisation à la centrale et nous validons sa prise de service. Une fois qu'il a pris le service, toute sa conduite, s'il est en train de filer, s'il est en train de brûler un feu rouge, nous avons toutes les informations qui nous viennent à la base. Qui ont sur votre téléphone smartphone, vous téléchargez l'application Togo Navette, vous créez un compte, vous enregistrez vos données, vos numéros de téléphone et vous cliquez sur valider, vous avez un message de confirmation et vous commandez. On attend de ces jeunes beaucoup de sérieux, beaucoup d'audace, beaucoup de volonté surtout pour mener à bien ce projet. Ce seront les jeunes qui seront d'abord mis en phase donc de la population. Ils seront, comme je dis, le miroir, la visibilité, l'identité de la société. Donc tout passera par eux. Le projet Togo Navette, tout en créant de l'emploi, va contribuer au développement touristique de notre pays et reste une réponse clé au transport logistique, la mobilité, la modernité et la sécurité. Ce communiqué de la souhaité pour terminer, la direction générale de la compagnie Énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur le réseau électrique ce samedi 5 septembre 2020 aux environs de 9h30, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les zones et quartiers suivants.
Adido Gomé, Sagbado, Camp 2e Mairie, Sauviépé, Avenou, La Pampa, Franciscain, Avatame et leurs environs. Les équipes techniques de la Sûreté sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses aux clients des zones et quartiers concernés pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end. Le journal de 22h30 sera assuré par Ekwesala. À très prochainement.